suis vraiment très contente d'être ici parce qu'effectivement, comme Colombine l'explique, il y a quelques années, j'ai décidé... Ah pardon, ça va? Merci. Donc au départ, je travaille comme infirmière spécialisée en psychiatrie et santé mentale dans une intercommunale de la région de Liège. Et j'ai décidé il y a quelques années de créer l'infirmière consultante en alcoolologie, tout simplement parce que j'étais passionnée par l'alcoolologie en intramuros à l'hôpital et j'ai fait la formation. J'ai également fait des formations en entretien motivationnel et en thérapie ACT. Pour créer des nouvelles compétences et pour créer une nouvelle casquette, j'avais vraiment envie de me baser sur une méthodologie scientifique et sociale. Ça s'appelle la praxéologie. Quand on est infirmier, on nous parle souvent de la praxis, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. J'avais vraiment envie de lier toutes mes connaissances habituelles, routinières, auxquelles je ne pense plus quand je suis au travail, que je fais de manière automatique, mes nouvelles compétences grâce à mes formations et surtout mes échanges avec les médecins, avec les paramédicaux, avec tous les échanges que je peux avoir avec les personnes du milieu professionnel dans lequel je baigne. Pour quelle raison j'ai décidé de franchir le pas de travailler comme infirmière indépendante? J'ai vraiment eu envie de travailler le repérage des personnes qui ont une problématique à l'alcool et de faire vraiment un travail en amont. Pour quelle raison? Parce que sur le terrain, en tant qu'infirmière à l'hôpital, souvent les personnes, alors on ne vient jamais trop tard, mais il y a déjà et souvent des pertes, soit économiques, soit sociales, soit psychologiques, soit somatiques, soit le tout ensemble. Et c'est souvent lié à une stigmatisation. Les gens sont honteux de venir se prendre en charge plus tôt. On en reparlera. Et donc, j'avais vraiment envie de déstigmatiser les patients souffrant d'une problématique alcool. Je peux vraiment parler d'expérience, puisque j'ai vraiment essayé ma casquette d'infirmière consultante en tout petit, c'est-à-dire dans ma région. Et j'ai été trouver mon médecin généraliste pour lui demander si elle était d'accord que je puisse expérimenter ces nouvelles compétences. Et je fais des consultations à domicile, donc chez les personnes. Et le médecin a la gentillesse de me prêter un bureau pour que je puisse avoir des entretiens avec les patients. Alors avant de me lancer quand même tête baissée et avoir l'impression que j'avais inventé quelque chose ou créé quelque chose de nouveau, je me suis dirigée vers le Conseil de l'art infirmier. Et effectivement, le Conseil fédéral de l'art infirmier approuve l'infirmière consultante depuis 2017. Mais il n'y a pas de numéro de mon nomenclature. Alors de pratique, pour ma pratique, c'était compliqué parce qu'il fallait que je me pose la question de savoir comment je facture un entretien avec une casquette d'infirmière consultante auprès d'un patient. Et il n'y a pas de ticket modérateur actuellement pour pouvoir aider les patients à pouvoir au moins avoir un remboursement, être stimulés peut-être à venir vers moi. Je me suis quand même renseignée auprès de la CN qui m'ont dit qu'effectivement, je devais évaluer un montant par rapport à mes consultations alcool et que si effectivement je faisais des actes techniques, ça, voilà, traditionnellement, ils sont remboursés. Alors, je vous épargnerai les 15 pages d'infirmières consultantes qui ont été pondues par le Conseil. Par contre, ce qui a été intéressant pour moi pour construire et pour me mettre en action par rapport à mon travail d'infirmière consultante, c'est vraiment que grâce à mes spécialisations, grâce à mes compétences, je pouvais vraiment créer un cadre de travail et donc ne pas faire n'importe quoi avec les patients et de pouvoir mettre en avant mes compétences infirmières avec mes spécialités. C'est effectivement toujours et encore collaborer, partager mon expertise en intra-extramuros. En gros, chaque formation que j'ai faite, j'ai partagé avec mes collègues. J'ai créé aussi des séances intramuros à l'hôpital. Et les interventions de soins en transversalité, c'est important pour moi. Pourquoi? Pour créer le réseau et je pense vraiment que l'infirmière a vraiment cette flexibilité de pouvoir créer l'interface entre l'intérieur de l'hôpital et l'extérieur et créer un réseau pour vraiment pouvoir aider au maximum les patients plus tôt dans leur démarche quand ils ont une problématique alcool. J'avais 3 axes qui me posaient réflexion et
sur lesquels j'ai travaillé. Vous pouvez constater que j'ai pas été la seule, puisque le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et l'avis du Conseil supérieur de la santé c'est aussi poser la même question que moi, ou peut-être pas mal d'infirmiers. C'est comment faire pour réduire les raisons pour lesquelles les personnes qui ont une problématique avec l'alcool ne viennent pas chercher de l'aide, ou très tardivement. Et qu'est-ce qui fait aussi que les prestataires de soins ne proposent pas assez d'aide, ou peut-être trop tard. Alors, pratico-pratique, dans la bouche des patients, on a souvent, je vous ai mis quelques phrases, soit je vais réussir tout seul, finalement je bois peut-être pas plus que Robert qui habite au coin de la rue, si je m'arrête de boire, je vais peut-être perdre mes amis, et au niveau social ça va être difficile, je ne connais pas de traitement, je ne sais pas vraiment où recevoir de l'aide. Ça, il y a donc effectivement énormément de croyances et énormément de croyances invalidantes qui font que les gens ne vont pas chercher de l'aide, et encore une fois la honte. Chez les prestataires, alors pour vous donner une petite anecdote, moi j'ai un ami qui est dentiste avec qui je cours parfois, je fais du jogging, lui m'a dit c'est hors de question, même pas envisageable que je puisse dire à un de mes patients qui le matin vient pour se faire soigner les dents, il sent l'alcool, c'est impensable que je lui fasse la remarque ou que je lui propose quoi que ce soit comme aide. J'aurais vraiment peur de perdre sa confiance. Donc ça, c'est un exemple vraiment que j'ai pu entendre. Pour les médecins traitants, parfois, ils ne savent pas du tout vers qui diriger leurs patients. Tout simplement, parfois, s'ils ne posent pas du tout la question ou ne voient pas la problématique. Donc c'est vraiment, encore une fois, des croyances ou des questionnements assez invalidants. Dès lors, en tant qu'infirmière consultante, ce que je fais, c'est vraiment pouvoir évaluer, repérer quel type de consommateur j'ai en face de moi. Et parfois aussi expliquer aux médecins, puisque le PowerPoint qui est ici, moi je fais les glemmes médicaux dans ma région pour pouvoir me faire connaître et expliquer l'importance du rôle de l'infirmier justement dans la problématique de dépendance. Alors je vais pas vous refaire toute la théorie de l'évaluation d'un consommateur, mais souvent c'est dans la bouche de certains soignants, soit on ne boit pas, soit on est alcoolique. Il faut quand même bien comprendre qu'avant d'en arriver à la dépendance, qui est une maladie neuroadaptative, vous pouvez constater des paliers. La consommation simple, elle ne pose pas vraiment de problème. La consommation à risque, ça ne veut pas forcément dire qu'on dépasse les règles et les lois de l'OMS qui sont de 10 unités par semaine avec 2-3 jours d'abstinence. C'est aussi simplement, on peut imaginer une femme enceinte qui boit peut-être un verre, mais elle met son bébé, c'est des risques pour son enfant. Une femme enceinte ne peut pas boire même un verre. Donc la consommation à risque n'aura peut-être pas d'incidence directe sur la personne au niveau somatique et au niveau psychologique, il n'y a pas vraiment un lien à ce moment-là, mais c'est un problème pour son bébé. Quelqu'un qui reprend son volant et qui n'a pas forcément dépassé sa consommation autorisée par l'OMS, il est quand même en état d'ébriété, il reprend son volant, donc c'est un risque pour les autres. Le consommateur nocif, lui, c'est notre ami cirrhotique qui va consommer de l'alcool. Et là encore, il y a par contre déjà des perturbations cliniques ou somatiques par rapport à la consommation. On est dans ce qu'on appelle un mésusage. Et ça, c'est très important de pouvoir dissocier et de le voir. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est pas quand on est alcoolodépendant qu'on commence à avoir de l'hypertension, à avoir des reflux gastriques, à avoir des problèmes, des troubles entre guillemets du sommeil, etc. Il y a déjà dans le mésusage à l'alcool des problèmes. Donc ça veut dire qu'une infirmière qui fait du repérage et qui peut travailler en amont peut effectivement réduire ses risques avant d'arriver à l'alcoolodépendance où c'est la perte de la liberté de s'arrêter de boire. Alors, je vais pas être longue là-dessus, mais j'avais quand même envie de dire que le repérage et le travail de l'infirmière consultante, c'est important. Pourquoi? Eh bien, parce que vous pouvez constater que l'impact social lié à la dépendance à l'alcool, c'est quand même 6 milliards d'euros annuels, donc c'est quand même 21% en soins de santé, ce qui n'est quand même pas négligeable, avec toutes les violences qui peuvent
voilà, dans les familles, au travail, l'absentéisme, les accidents, etc. Ici aussi, je mets en avant la problématique somatique qui est vraiment liée directement à la consommation d'alcool. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les maladies qui sont notées ici, mais encore une fois, il est important de se dire que quand on est dans un mésusage ou qu'on est dans une notion de buveur excessif, donc avant d'être dans la dépendance, il y a l'alcool crée de l'anxiété, des troubles du sommeil, crée des problèmes effectivement au niveau digestif et au niveau pratiquement de tous les systèmes, en sachant que si on prend le problème à la base, qu'on réduit ou qu'on arrête de consommer, souvent les problèmes somatiques, ils sont réversibles, sauf une cirrhose. La cirrhose est irréversible, mais on peut continuer à avoir une qualité de vie avec une cirrhose si on arrête de boire. Mais on n'est pas obligé d'arriver à la cirrhose. Donc quand je fais des glemmes, c'est important de mettre en avant qu'il y a effectivement des perturbations somatiques qui pourraient être réduites et même disparaître si la personne avait une action sur sa problématique d'alcool. Alors ici, c'est le docteur Dor qui a été mon professeur qui m'a demandé de rajouter ce petit diaporama. Effectivement, le buveur excessif, c'est simplement aussi des gros risques au niveau du cancer, des systèmes digestifs, cardiovasculaires et neurologiques. Il y a quand même 60 affections différentes avec lesquelles on fait directement un lien avec la consommation de l'alcool. L'axe 2, c'est vraiment ce que j'ai dû faire un peu seul avec mon petit bâton de pèlerin, c'est effectivement être en contact, travailler en amont, aller chercher les personnes qui ont peur et qui ont peur de parler de leurs problématiques. C'est très compliqué et les personnes qui sont en première intention et en première ligne, ce sont les médecins traitants. Donc mon deuxième axe a été vraiment de pouvoir créer une synergie entre les médecins généralistes et l'infirmière consultante. Pourquoi faire ? Comme je viens de vous l'expliquer, finalement, c'est d'avoir une action rapide et efficace afin d'évaluer et d'accompagner ces personnes avec des problématiques alcool. Encore une fois, c'est réduire l'apparition des risques somatiques, réduire les risques socio-économiques, et surtout créer l'interface. Donc moi, mon rôle, c'est d'avoir 1 ou 2 entretiens avec les patients et de pouvoir effectivement permettre le réseau et l'interface. Comment ? En faisant des anamnèses, en faisant de la psychoéducation pendant mes entretiens. Pourquoi faire ? Pour permettre à être réellement un levier, à accompagner la personne dans son changement, à passer à l'action. Son changement, c'est quoi ? C'est lui qui va décider. C'est soit de réduire sa consommation, ça je peux pas le faire quand je suis à l'hôpital en tant qu'infirmière salariée, on ne fait pas de réduction d'alcool, à l'extérieur je peux. Les sevrages, les abstinences, travailler les multiproduits, puisque c'est quand même rare quand j'ai des personnes qui ne consomment, entre guillemets, que de l'alcool. Donc, comme je vous le disais, mon travail va être de construire avec la personne, avec la plus grande bienveillance possible, le fait de créer un réseau entre les différents, les centres de cure, les hôpitaux, les psychologues, les psychiatres, et je dirige très vite les personnes vers le réseau le plus adapté à leurs demandes. Dès lors, le travail de l'infirmière consultante, c'est évaluer, c'est travailler avec des outils effectivement qui viennent de la psychologie cognitivo-comportementale, mais je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais j'utilise mes outils pour réduire la consommation, pour faire de la prévention, pour accompagner les personnes dans leur demande de sevrage, d'abstinence, de collaborer avec les médecins traitants. Et je travaille avec les familles. J'ai souvent des couples qui viennent en consultation et toujours et encore renvoyer le plus vite possible et de manière précoce les personnes dans le réseau alcool. Alors, je n'ai pas la possibilité de vivre pécuniairement de mon expérience d'infirmière consultante.
J'ai pour vous calculé, il me paraissait important, j'ai fait 47 consultations avec 20 patients. Alors j'ai eu la pandémie quand j'ai commencé aussi mon petit projet. Tout avec des problématiques d'alcool et des signes cliniques. Ça pouvait aller de l'hypertension à la cirrhose. J'ai eu donc 11 femmes de 29 à 58 ans, 9 hommes de 20 à 68 ans. Alors j'ai fait entre 1 et 2 entretiens avec ces personnes, toujours en triangulant, soit toujours avec le médecin traitant de toute façon, mais j'avais parfois le psychologue ou le psychiatre. Et grâce à ça, j'ai quand même 18 personnes qui n'avaient jamais eu de contact ou qui en auraient eu beaucoup plus tard dans leurs problèmes de dépendance. Et j'ai eu donc 18 personnes qui ont fait 5 cures, une hospitalisation en gastro-entérologie, un service d'urgence. Dans ce cas-là, c'était un jeune homme, c'était la première fois qu'il faisait un sevrage, mais dans une famille assez toxique. Donc avec le médecin, on a réussi à le faire rentrer en lit de crise. 2 personnes qui se sont dirigées vers un hôpital de jour et 9 suivis en ambulatoire. Et ça, c'est assez sympa parce que c'est souvent des gens qui font des sevrages avec moi, avec leur médecin. Et finalement, le médecin reste, entre guillemets, la personne de référence. J'ai pas souvent des nouvelles de ces patients, mais en tout cas, pour moi, ça montre tout le sens qu'une infirmière consultante peut avoir en extramuros et les compétences qu'on a. On a une flexibilité qui nous permet vraiment de pouvoir créer des nouvelles compétences à l'extérieur. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop nulle comme oratrice et je serai là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci.